pourquoi est-ce que je vous parlais de la Palestine tout à l'heure? Pourquoi est-ce qu'on n'est que 10 avocats dans le monde entier à représenter des victimes palestiniennes? Le Guardian a révélé, par exemple, que les avocats qui étaient des nationaux du Royaume-Uni, qui soit représentaient des victimes, soit travaillaient au sein du bureau du procureur, avaient été avertis par leur ministère des Affaires étrangères qu'ils devaient cesser parce qu'ils allaient être la cible de sanctions et d'opérations de représailles décidées aux États-Unis sur demande d'Israël. Pour vous donner un exemple. Là, on parle de personnes qui jouent une fonction officielle au sein d'une procédure. On ne parle pas de militants, d'activistes, encore moins de personnes qui participeraient aux activités de la branche armée ou politique même du Hamas, du Hezbollah ou quoi que ce soit. Terroristes. Et a fortiori, donc des terroristes. Là, vous êtes dans une situation... enfin, j'aime jamais le terme terrorisme parce que c'est un moyen, le terrorisme. Donc ça ne qualifie pas une personne en tant que telle. En tout cas, des personnes qui font usage de moyens terroristes. Donc, on est dans une situation où notre mouvement, par exemple, sur le conflit israélo-palestinien... Revenons sur les Anglais. Oui, et donc ils se retirent. Il y a une trace de tout ça? Ils se retirent. Ah oui, bah ça, c'était, comme je vous le disais, c'est dans un article du Guardian. Les sanctions qui ont été... Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, les 3 juges de la Cour pénale internationale qui s'occupent de la situation palestinienne, et Dieu sait si je suis critique de la Cour pénale internationale, et si je considère le bureau du procureur comme partiellement responsable de la dérive à laquelle on est en train d'assister aujourd'hui, parce qu'ils étaient la première fois que la Palestine les saisit, c'est en 2009. Et ils n'ont rien fait jusqu'en 2024. Rien pendant 15 ans, et c'est une inaction organisée par lâcheté et par peur. Et donc on se retrouve dans une situation où donc, même les juges chargés de la situation palestinienne, et donc des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant, sont sous sanctions américaines, ne peuvent plus avoir de compte en banque, et ainsi de suite. Les mails Microsoft du procureur de la CPI ont été suspendus. C'est là aussi, moi j'avais prévenu il y a plusieurs années, j'ai dit comment est-ce que vous pouvez vous le mettre entre les mains de Microsoft en sachant parfaitement qu'il y a une législation états-unienne qui fait qu'ils ont droit à un accès immédiat à toutes les données, alors même que les États-Unis ne font pas partie du statut de Rome et de la CPI. Vous mettez entre les mains d'un acteur qui, à un moment donné, va vouloir vous flinguer, soit parce que vous allez enquêter en Afghanistan ou en Palestine. Donc, ça se réduit. Et en parallèle, Israël participe aux procédures, alors même qu'ils ne sont pas partis du statut de Rome. Et commence à dire « Ah non, mais vous n'avez pas fait telle notification, je ne sais pas quoi ». Il commence à chercher des difficultés de procédure pour donner une raison à la Cour pénale internationale de lâcher l'affaire, d'annuler les mandats d'arrêt, vous voyez, de reculer. Pourquoi? Parce que les mandats d'arrêt, pourquoi ils sont embêtants? Parce qu'ils empêchent Netanyahou de survoler ou de se poser sur 125 États. Et on l'a vu... il a survolé la France, ça ne posait pas de problème. Et on l'a vu quand il a survolé 3 fois la France ces derniers mois, après avoir contourné bien d'autres États européens, l'Espagne et ainsi de suite, qui, eux, respectaient leurs obligations du statut de Rome, tandis que les autorités françaises n'osaient pas le faire. Ça, on reviendra sur ces questions, et je pense que ce serait bien qu'on parle de ce conflit. On peut en parler tout de suite. Oui, mais juste pour finir, leur idée, c'est de réduire le pool de personnes qui, à un moment donné, vont avoir le courage de répondre, et de dire non, ces arguments de procédure ne sont pas justes, et vont du coup donner de la nourriture aux juges pour qu'ils puissent continuer, vous voyez, et qu'ils puissent avancer sur leur chemin. Et donc, à un moment donné, à ce niveau-là, vous êtes immédiatement... Quand vous n'êtes plus que 10, c'est aussi l'autre problème, vous êtes immédiatement ciblé. Si on n'a plus que 10, c'est très facile de s'occuper de chacun d'entre eux individuellement. Vous voyez, il n'y a plus vraiment de... Et donc, quand par ailleurs, moi je pense qu'il y a une instrumentalisation très importante de ce conflit en France, de toutes parts, extraordinairement violente. On a essayé on en a fait un conflit intracommunautaire en France. C'est-à-dire qu'il y a eu une mobilisation de forces politiques de toutes formes, de médias aussi, dans le but d'en faire un sujet de politique intérieure, ce qui est vraiment dangereux. Mais en réalité, quand vous voyez les positions sur le conflit en lui-même, même la France insoumise reste sur une position classique de solution à 2 États et ainsi de suite, donc qui n'est pas fondamentalement dangereuse pour les intérêts de l'État d'Israël tel qu'il existe aujourd'hui. Notre position, c'est qu'il faut abandonner la solution à 2 États, que c'est fini. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où il n'y aura plus de possibilité d'effectiver ce qui est devenu un pur fantasme, et qu'il va falloir reconstituer une forme de Palestine historique où tout le monde puisse vivre, qu'il soit juif, chrétien, musulman, arabe, tout ce que vous, selon que vous définissiez selon des configurations ethniques ou religieuses, athées, sous une tutelle
qui soit sur un modèle libanais, c'est-à-dire une répartition des pouvoirs selon les confessions, selon les rapports de force existants, mais aussi selon la représentativité des communautés, soit sous une tutelle internationale. Le papier que vous nous avez montré, ça représente quoi? Il y a combien de pages et vous demandez quoi à l'intérieur? Donc là, c'est une réponse. La Cour nous a demandé de réagir, aux quelques-uns qui restent, à une demande de l'État d'Israël de mettre fin aux procédures. Donc vous êtes auto-missionné ou on est venu vous chercher? Voilà. Moi, je représente. C'est là aussi pourquoi est-ce qu'on est peu nombreux. Parce que je représente des victimes de Gaza, mais qui sont encore aujourd'hui à Gaza. Donc, vous imaginez bien que rentrer en contact avec des personnes qui sont aujourd'hui dans la situation apocalyptique que l'on connaît, sans moyens de communication, avec les moyens de communication qui restent complètement surveillés et contrôlés par Israël, qui n'hésite pas, on l'a vu, à tuer qui que ce soit qui pourrait présenter un danger ou une menace pour leurs intérêts, directs ou indirects, avec leur lieu d'habitation, leur papier d'identité, les preuves qu'ils pourraient constituer complètement détruits, avec une capacité à les transmettre vers l'extérieur difficile. C'est déjà particulièrement compliqué. On a réussi, après un long travail, exfiltrer un certain nombre de personnes de Gaza, notamment des Marocains, une famille marocaine qui n'avait pas du tout été assistée par le Royaume du Maroc, dont on a découvert récemment, ça je tiens quand même à le dire, même si on va finir par penser que j'ai quelque chose contre le roi du Maroc, ce qui n'est pas du tout le cas, qu'il a des programmes d'entraînement militaire avec Israël, parce que l'un des soldats marocains qui participait est mort pendant les échanges de tirs de missiles qu'il y a eu entre l'Iran et Israël ces dernières semaines. Donc on fait un travail de fond, de fourmi. C'est sourcé, ça silencieux, qui consiste en fait à essayer de... Oui, parce enfin bref, on pourrait revenir sur ce point spécifique qui est intéressant, parce que c'est révélateur de l'hypocrisie de nos dirigeants de façon générale, mais aussi de plus en plus, en particulier des dirigeants des pays arabes à l'égard de ce conflit, parce qu'on parle beaucoup de la responsabilité de l'Occident et ainsi de suite, comme si on était encore la puissance tutélaire sur la région. La réalité, c'est qu'il y a une complaisance, voire une compromission très très importante de la part des régimes politiques, que ce soit du Maghreb, à l'exception de l'Algérie, et encore, parce que l'action algérienne est relativement faible au-delà des mots, mais les autres, c'est encore plus aggravé, et évidemment du Moyen-Orient et du Golfe. Donc on se retrouve dans une situation où non seulement on est peu nombreux du fait des menaces, mais on est aussi peu nombreux du fait que tout simplement les victimes ont du mal à échanger avec des personnes extérieures, ont peur de se faire représenter au sein de la CPI, ont peur des conséquences que cela pourrait avoir, n'ont pas grand-chose à y gagner, et donc ça ouvre la porte à ce qu'Israël arrive avec ses gros sabots et dise, voilà, article 19.2 du traité, les conditions du statut de Rome n'ont pas été respectées, il faut faire sauter la chose. Et donc, nous, on se retrouve avec, à titre complètement pro bono, à faire ce travail de fourmi qui consiste à essayer de... Donc là, en l'occurrence, c'est 50 pages qui ont été produites, qui consiste à répondre à cet argumentaire, suivant la demande de la Chambre, pour essayer de remettre en perspective, de contrer l'analyse procédurale qui était portée par l'État d'Israël, mais surtout montrer et faire pression sur les juges en leur disant « on vous regarde, on est là, et n'oubliez pas qu'on existe ». Et quand je dis « on », c'est évidemment la population palestinienne à Gaza. Et ce qui m'a importé aussi de leur rappeler, c'est que c'est pas seulement la population palestinienne, c'est le devenir de l'humanité, parce que ce qui est en train de se passer avec l'Iran, et la tentative par Israël de faire tomber le régime iranien, parce que c'est ça ce qui s'est passé ces dernières semaines, hein. Il ne faut pas se tromper sur... Ils sont quand même en bisbille depuis un certain nombre d'années. Ça se finance des groupes armés à gauche à droite, ça infiltre à gauche à droite. Ils sont quand même un petit peu énervés tous les deux. Je ne sais pas ce qu'on aurait pensé s'il y avait une tentative d'assassinat ou de Netanyahou mise en œuvre par l'Iran ces dernières semaines. Et qu'est-ce que ça aurait légitimé en retour? Moi, je pense que... Moi, j'ai une position très radicale sur la question. La dénucléarisation de la région, c'est important. Elle est conditionnée par quoi? Par la dénucléarisation d'Israël. C'est-à-dire, moi, je renverse complètement la position historique qui a été adoptée par la France, qui a aidé Israël à obtenir la bombe nucléaire. Quelle force politique aujourd'hui dit ça en France? Vous voyez? Et c'est une radicalité d'apparence, c'est une radicalité par rapport à ce qui est devenu la norme, l'acceptation d'un état de fait qui est absolument aberrant. Comment vous voulez exiger à un peuple et à un régime, parce que ce n'est pas qu'un régime, l'Iran, c'est un peuple et c'est un pays de 100 millions d'habitants qui a des frontières avec la Turquie et donc le Kurdistan, avec des menaces de séparatisme très importants, avec l'Irak, avec l'Afghanistan et le régime taliban, avec le Haut-Karabakh
et dont le devenir de l'Arménie est en jeu à partir de ce qui joue sur l'Iran, et évidemment avec le détroit d'Ormuz. Donc je veux dire, une déstabilisation avec un régime change de l'Iran tel qu'il a été mis en œuvre en Irak et en Afghanistan, c'est une bombe nucléaire. C'est une bombe nucléaire littéralement, c'est-à-dire que c'est la possibilité d'une catastrophe à l'échelle régionale, et avec quelle alternative l'héritier du Shah d'Iran, qui je pense doit avoir 70 de QI et qui est poussé par Netanyahou. Ça c'est gratuit. Non, c'est important. C'est-à-dire que vous avez fait une évaluation de son QI? Vous avez vu la promotion qui en est faite dans un certain nombre de médias français, mais aussi Je mondiaux. ne veux pas entendre, il a 70. Et lien avec Netanyahou. Et donc Netanyahou, quand il vise la prison d'Evin, quel est l'objectif? Là où il y a, 3 Français qui sont otages. 3 Français. Ouais. Quel est l'objectif de Netanyahou? C'est de déstabiliser le régime en produisant une fuite massive de prisonniers qui, accompagnés des bombardements, rappelons, de la télé nationale iranienne, on a détruit des décennies d'archives particulièrement importantes, un pan de la culture et de l'histoire iranienne particulièrement important. On n'est pas allé attaquer seulement soit des usines de fabrication de missiles, soit les sites d'enrichissement d'uranium. Je me fais la défense d'Israël. On a attaqué un organe de propagande qui s'édate de sa population et qui est vecteur de la parole officielle. Donc vous légitimez le bombardement de journalistes? Je ne légitime rien du tout. Je me mets à la place d'Israël. Israël a dû dire ça, non? Donc, vous vous rappelez quand on a bombardé la télé publique serbe? Oui, bien sûr. Là aussi, avec des pseudo-débats, est-ce qu'en droit international, vous voyez, tout d'un coup, comme ça devient débattable. Ah, mais peut-être qu'on peut assassiner des journalistes, c'est peut-être pas si mal que ça. Vous voyez, c'est un peu là ce qui se passe avec l'Ukraine et la décision de Zelensky de renoncer à la convention interdisant pardon, je suis un peu fatigué, les mines antipersonnelles. Ça, c'est intéressant, non? Est-ce que vous avez vu un communiqué d'Amnesty ou ainsi de suite? Est-ce que vous avez vu des dépêches sur le sujet? Zelensky a annoncé le retrait de l'Ukraine de la convention interdisant les mines antipersonnelles. Là, il y a une raison objective, beaucoup plus légitimante que celle que vous venez d'évoquer à l'égard de... Non, c'est que les Russes, eux, ne sont pas partis à cette convention. Et que donc, il y a en effet un déséquilibre sur le terrain de guerre. Mais à quel moment, au lieu... nos chancelleries, nos médias, nos ONG, ainsi de suite, au lieu de gueuler comme des putois pour dire non seulement tu vas y rester, mais on va faire un effort extraordinaire pour essayer de contraindre ou d'essayer d'inciter la Russie à le ratifier, le signer, et voir quel engagement on peut prendre pour qu'en retour, et ainsi de suite. Non, oh oui, c'est vrai, pourquoi pas. En fait, on est en train, quand on parle d'ensauvagement du monde, enfin pardon, mais en fait, il y a une sorte de disparition des limites sur l'ordre international. Le droit international. On accepte.